Hello, hello, bonjour et bienvenue sur mon podcast dans le rétro de ma PMA solo. Alors la dernière fois, je t'ai laissé sur une douce image un peu magique de mon premier café sur ma terrasse en bois, qui était un moment merveilleux, mais qui m'a quand même laissé un petit goût de déjà vu, déjà vécu, grâce à la magie de la manifestation. Donc, dans ce troisième et dernier épisode de la trilogie sur le burn-out parental, je vais te parler du deuxième confinement, bien entendu, mais également de toutes les contraintes qui ont été associées, et notamment de cette charge mentale énorme qui a pesé sur nous, les mamans solo. Tu es une maman solo qui a choisi de l'être? Tu fais partie de ces femmes qui ont fait une PMA solo pour accéder à leurs rêves? Tu es encore en parcours ou en pleine réflexion sur l'après-bébé avant de l'entamer? Alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Nadège, jeune quinca dynamique et maman comblée d'une chouquette de 8 ans née d'une IAD à Barcelone. Je vis à Bordeaux et je n'ai aucune famille ici, alors crois-moi tes difficultés, je les connais. Et j'ai à cœur de te partager mon expérience, mon vécu et mon quotidien de maman solo par choix. Alors si je t'ai donné envie d'en savoir plus, cale-moi bien dans tes oreilles, ce moment est le tien, profites-en et inspire-toi. Donc les vacances d'automne se terminent, le deuxième confinement est prononcé et là par contre ce ne sont plus du tout les mêmes conditions. Alors la première condition vraiment différente, c'est que les écoles restent ouvertes. Donc ça, a priori, c'est une bonne nouvelle parce que les écoles vont pouvoir enfin accueillir nos petits. Ils ne seront plus isolés avec nous. Donc là, on est sur une bonne nouvelle. Et puis, en ce qui me concerne, côté travail, je suis de nouveau une partie de la semaine en chômage partiel et l'autre partie en télétravail parce que l'activité rechute, bien évidemment, avec ce deuxième confinement. Alors là, tu vas me dire, ça c'est bien pour toi parce que du coup, tu étais quand même à la maison, ta fille était à l'école, tu as pu retrouver un peu de temps pour toi, ça a dû te faire du bien. Et c'est vrai que sur le principe, oui, c'était envisagé comme ça, c'est-à-dire de me dire, je vais enfin avoir un petit peu de temps pour moi les jours où je suis en chômage partiel, puisque ma fille sera à l'école. Sauf que ça, c'était la théorie. La réalité, elle a été tout autre. La réalité, c'est que tous les jours, vers 17h, on recevait un petit SMS de l'école qui nous disait que, attention, il y avait un cas contact à la garderie ou dans la classe, ou que la maîtresse elle-même ou le personnel de cantine ou le personnel de garderie était soit cas contact, soit malade. Donc, en gros, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse garder nos enfants à la maison si on a la possibilité de le faire pour éviter la contamination. Et puis, bien sûr, qu'on les fasse tester, nos enfants. Donc, on commençait les longues queues devant les pharmacies tous les soirs avec des enfants à qui on mettait des gros cotons-tiges dans le nez pour se faire tester. Et là, c'était juste pas possible, quoi. Alors moi, j'ai pas du tout adhéré à ça, hein. C'était pas possible parce qu'en plus, on commençait plus à entendre des informations contradictoires comme quoi les enfants étaient vraiment les moins porteurs du virus. C'était vraiment ceux par qui la contamination se faisait le moins. Et on nous demandait de tester nos enfants. Donc moi, j'avais pris un autre biais pour tester ma fille. J'avais acheté des kits de tests. Et tout doucement, à la maison, en respectant sa sensibilité, parce que je sentais que, en effet, c'était une enfant qui commençait à devenir très sensible, ça j'en parlerai après, on a testé les fois où en effet il y avait des enfants cas contact dans sa classe. Voilà, pas à chaque fois, hein. Clairement pas à chaque fois. Moi je faisais pas subir à ma fille ces tests à répétition parce que si on les écoutait, c'était quasiment tous les jours. Parce que des cas contacts, il y en a eu. Oh oui, il y en a eu. Il y en a eu tellement que voilà, c'est juste pas possible. Ça pouvait pas être notre quotidien de rentrer à la maison et de se mettre un truc dans le nez pour tester. Enfin, il y a un moment, il faut regarder
les chiffres de la contamination par les enfants qui, encore une fois, étaient très, très faibles et se dire, on ne vit pas dans la peur tous les jours de ce virus. Il faut aussi apprendre à vivre avec parce que on commençait à parler d'un virus qui allait très certainement revenir plusieurs fois par an. Et d'ailleurs, on le sait, combien il y a de versions du Covid, il y en a encore même aujourd'hui. Donc, bien sûr que ça allait être un virus qui allait muter avec lequel il fallait qu'on apprenne à vivre. Sauf que là, on nous faisait vivre dans une peur intense tous les jours. Et moi, j'ai refusé d'adhérer à ça. Donc, un engrenage se met en place avec des messages qu'on reçoit quotidiennement. Et puis, donc, il faut souvent garder son enfant à la maison. Alors, évidemment, les jours où je suis en chômage partiel, j'essaye de garder ma fille. Alors, quelquefois, ça ne correspond pas. Les jours où je devrais garder ma fille, quelquefois, c'est les jours où je suis en télétravail. On me demande de la garder. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai une enfant de 3 ans et demi. Et garder ma fille, en faisant du télétravail, là, c'est compliqué, là. Parce que clairement, elle, si je suis à la maison, je suis avec elle. Je ne peux pas être à la maison et travailler et donc ne pas m'occuper d'elle. Puis, encore une fois, à 3 ans et demi, je ne peux pas la laisser sans surveillance et travailler. Alors, heureusement, comme l'activité n'est pas intense, j'arrive à jongler entre les deux. Entre ce que je dois faire pour le travail et m'occuper de ma fille. Mais encore une fois, le sacrifice, il se fait sur mon temps à moi. Le temps que j'aurais pu prendre pour me détendre, souffler un peu, essayer un peu d'évacuer tout ça, d'organiser la maison, parce qu'on vient quand même juste d'emménager, donc j'ai quand même plein de choses à faire, les placards à organiser. Alors, j'essaye de mêler ma fille à ça. Je lui ai notamment fait son petit tiroir à sa hauteur où elle peut prendre elle-même en autonomie son assiette, ses couverts, son verre. Donc ça, c'est chouette, on essaye mais je fatigue, soyons très honnêtes. Une fois que j'ai fait ça avec elle et puis qu'on a fait des gâteaux pour le goûter, il reste beaucoup d'heures à occuper dans la journée et moi, je dois jongler. Et puis, il y a les petites surprises, celles où on arrive le matin à l'école et où on nous dit la maîtresse, elle n'est pas là parce que son fils est qu'à contact et qu'elle doit le garder parce que son mari n'est pas là non plus ou parce qu'elle-même est malade. Et là, alors que tu n'as pas du tout prévu de passer la journée avec ton enfant, tu repars avec. Et voilà, c'est comme ça. Et il y a aussi la petite surprise cantine où tu reçois un message en fin d'après-midi qui te dit il n'y a pas de cantine pour ton enfant le lendemain. Merci, il y a un accueil mais pas de cantine, donc merci de prévoir un pique-nique. Donc là, il est 17h, tu dois aller chercher ton enfant et tu dois aussi aller faire quelques courses parce que tu n'as pas forcément tout ce qu'il faut pour faire un pique-nique en plein hiver dans tes placards. Voilà. Et en plus, ton enfant va manger froid alors qu'il fait 5 degrés dehors. Ou alors, il n'y a pas d'accueil du tout et tu es donc sommé de venir le récupérer à 11h45 et de le ramener à 13h35. Donc, le vrai bonheur, encore quelque chose que tu ne peux pas prévoir et qui te tombe dessus. Et puis enfin, quand tu arrives à la fin de la semaine, bien épuisé d'une semaine avec plein de surprises et pas dans le bon sens du terme, il y a le week-end qui arrive et là, tu dois surtout limiter au max tes sorties. Il y a un couvre-feu aussi qui est imposé entre-temps. Alors, je sais plus si c'était 18h ou 19h à Bordeaux. Il me semble que c'était 18h le premier. Et donc, toi, tu arrives, tu es totalement sur les rotules après cette semaine et là, tu as le week-end qui arrive avec ton enfant à occuper tout le week-end et en limitant les sorties le plus possible. Aux joies, au bonheur. Donc, je fatigue. Encore une fois, je me répète, mais justement, c'est la répétition de cette fatigue qui mène au burn-out parental. Donc, c'est important que je me répète. Et puis, je me sens isolée de plus en plus. Je m'aperçois que notre vie, c'est ma fille et moi et personne d'autre. On n'arrive plus à avoir vraiment personne parce que moi, j'arrive même pas à inviter des amis. Parce que j'ai pas d'énergie pour ça. J'ai pas d'énergie pour préparer quelque chose. J'ai pas d'énergie pour même tenir une conversation. Je crois que non. Je m'isole. Je me renferme. Je sais que c'est pas une bonne chose, mais j'ai vraiment pas l'énergie. Je ne peux pas faire autrement. Je pense que je passe en mode survie. Sans vraiment m'en rendre compte, c'est à ce moment-là, en tout cas, que oui, je suis plus dans la survie de ma préoccupation de répondre à nos besoins quotidiens très basiques, à savoir
que ma fille et moi ayons de quoi manger, de quoi nous nourrir correctement et puis des affaires propres à se mettre sur le dos, que dans la vie, quoi, d'en profiter de la vie. C'est compliqué parce que j'ai une petite fille qui, elle, derrière, est pleine d'attentes, pleine d'envie de partage avec moi. Et là aussi, je commence à saturer et j'ai plus l'énergie. J'ai plus l'énergie pour faire des jeux, des créations comme on a pu le faire lors du premier confinement ou jouer avec elle tout simplement. Et ouais, j'ai plus cette énergie-là, moi. Et ma chouquette, elle le ressent. Elle ressent tout ça. Et là, elle va avoir deux comportements complètement différents. D'une part, elle va se mettre à jouer seule parce que oui, j'ai la chance d'avoir une enfant qui sait jouer seule. Et j'avoue que quand je la vois partir dans son imagination et que je la vois vraiment s'amuser, faire ses propres histoires avec ses personnages, ça me fait du bien. Je déculpabilise. Je me dis, au final, elle a peut-être pas tant besoin de moi que ça pour jouer. Donc, elle sait bien faire toute seule. Donc ça me fait du bien. Et puis, d'un autre côté, elle va quand même essayer de retrouver sa maman. Elle va insister. Elle va beaucoup insister. Et puis, elle va pas forcément insister de la manière classique, c'est-à-dire que pour retrouver sa maman, au lieu d'insister pour que je joue avec elle, elle va plutôt me faire, on va dire, une crise. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que il est très péjoratif, mais elle va me faire une crise parce que j'ai mis le couvert à sa place, par exemple, alors que c'est son rôle à elle de mettre son couvert. Donc voilà, là, c'est l'exemple typique où ça éclate entre nous, parce que moi, j'ai fait les choses complètement automatiquement et que pour elle, c'est comme si je l'avais privée de quelque chose. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué, les relations entre nous deux. Parce que moi, je focalise sur l'objet de la crise, à savoir le fait d'avoir mis le couvert à sa place. Et je ne comprends pas pourquoi c'est si important pour elle. Pour moi, il n'y a rien de grave à avoir fait ça. Alors qu'en fait, ce que je ne vois pas, c'est qu'elle fait cette crise parce qu'elle pense que je ne l'en crois pas capable. Et ça, moi, je capte pas du tout. Je le capte aujourd'hui uniquement. Parce qu'avec l'avancée des neurosciences, on sait ce qui se passe aujourd'hui dans le cerveau des enfants. Mais c'était pas vraiment le cas en 2020 et c'était surtout pas la préoccupation principale. De savoir ce qui pouvait se passer dans le cerveau des enfants, c'était vraiment la dernière préoccupation des gens. Alors que pourtant, c'était d'une importance capitale. Et puis, il y a autre chose que je capte pas non plus, c'est quand elle sourit, quand je la gronde, quand je lui fais des remarques et qu'elle se met à sourire. Alors, on a cette impression, qui, de toute façon, on a été élevé comme ça, donc forcément, on a cette impression que l'enfant se fout de nous, clairement, qui se dit, cause toujours, tu m'intéresses, voilà. Mais c'est pas ça du tout. En fait, aujourd'hui, encore une fois, avec le recul et ce qu'on sait sur les neurosciences, l'enfant est incapable de cette manipulation. Et là, ce qui se passe, c'est que ma fille, elle agit comme ça, parce qu'elle essaye de me retrouver, de retrouver sa maman enjouée, de retrouver la maman qui sourit. Et c'est pour ça qu'elle me sourit, qui rigole. Et c'est pour ça qu'elle rigole. Pas celle qui râle tout le temps et qui souffle de ras-le-bol, quoi. D'épuisement, en fait. Alors, on a encore ces petits moments où, en effet, on rigole et tout ça. Mais moi, je suis tellement vidée que il y en a de moins en moins. Il faut bien l'avouer. Et c'est ça qu'elle essaie de retrouver. Malheureusement, elle s'y prend pas de la manière qui est significative pour moi. Et c'est normal parce que c'est une enfant et qu'elle fait avec les moyens qu'elle a. Elle n'a déjà aucune prise sur ses émotions. Elle peut encore moins en avoir sur les miennes. Mais ça va en effet impacter nos relations à toutes les deux. Et puis les vacances de Noël approchent et pour nous, c'est le seul moment où on peut vraiment être en famille. C'est le moment où on rejoint ma sœur et mon beau-frère ainsi que mes neveux et nièces dans leur région. Et ma maman également est avec nous et on peut enfin passer les fêtes en famille. Donc ça, c'est ce qui se passe d'habitude. Mais là, on est quand même en 2020 et il y a une grosse incertitude qui plane puisque nous n'avons pour l'instant pas le droit de changer de région. On est sous couvre-feu et on n'a pas le droit de quitter sa propre région. Et tous les jours, on lit des infos différentes, comme quoi ce sera possible et puis ensuite non, ce sera plus possible. On ne sait pas en fait. Tout est complètement dans l'incertitude. Et là, je me dis, si on doit passer Noël
toutes les deux, certes dans notre jolie maison. Ça, on est super contente. On a d'ailleurs commencé à décorer notre premier sapin. Donc ça a été un très, très, très bon moment passé avec ma fille. Mais si je dois passer Noël avec elle, isolée, là, je pense que ça va pas le faire réellement. Nous, on a besoin de voir notre famille. Moi, j'ai besoin de contact avec des adultes. Je peux pas être 24 heures sur 24 tout le temps qu'avec ma fille. Et puis ma fille, elle est déjà assez inquiète de la situation. Elle sent bien que moi, je peux pas lui promettre qu'on y sera. Donc, je lui explique qu'à cause du méchant virus, peut-être qu'on va rester à la maison toutes les deux. Et elle, pareil, elle est en colère. Elle a envie de voir sa famille. Elle a envie de voir sa tati, son tonton, sa mamie, ses cousins, cousines. Et donc, c'est compliqué. On vit encore une période compliquée, totalement remplie d'incertitudes. Bon, finalement, la bonne nouvelle arrive une quinzaine de jours avant Noël, je crois, pour nous confirmer que c'est bon, on pourra changer de région. Mais par contre, il faut se confiner en famille, ne pas faire de grosses sorties. Bon, c'était pas ce qu'on avait prévu. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était être en famille, être ensemble. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et là, je vais commencer à donc préparer la logistique de ce déplacement. Puisque à cette époque, ma maman vit toujours à Toulouse et donc nous décidons de louer une voiture pour partir toutes les trois chez ma sœur, donc dans la Loire. L'idée, c'est donc que ma maman soit à l'arrière avec ma fille pour pouvoir l'occuper pendant que moi je conduis. Et là, il va se passer un événement majeur pour la suite de la situation, mais c'est un événement qui va totalement m'échapper. Je ne vais rien voir du tout. Et je m'apercevrai malheureusement trop tard de ce que j'ai loupé. Et en même temps, avec le recul aujourd'hui, je me dis que je n'aurais certainement pas pu changer la situation. Donc, pour poser la situation, ma maman nous rejoint avec un Blablacar donc à Bordeaux. Et pendant qu'elle garde ma fille, je vais chercher la voiture de location. Et là, j'ai un gros problème avec cette voiture parce que c'est les nouvelles voitures, là. Il y a plus de clés de contact, il y a tout ça. Et moi, je ne sais pas conduire ces voitures-là. Je me retrouve vraiment dans une situation compliquée parce que je commence à caler en plein milieu de l'avenue. Quand je reprends la voiture, c'est très compliqué. Je me fais klaxonner de partout. Heureusement, il y a une bonne âme qui sort de sa voiture et je lui explique parce que je ne sais pas comment redémarrer vu qu'il n'y a pas de clé de contact. Et lui me dit OK et il m'explique et j'arrive à redémarrer et enfin, j'arrive jusque chez moi. Je me gare devant, je mets la voiture en warning. Et dans la précipitation, je cherchais le siège auto que j'installe à l'intérieur de la voiture. Et puis ensuite, je dis à ma maman d'aller s'installer avec ma fille à l'arrière de la voiture pendant que je charge la voiture. Donc, je viens de me prendre un bon coup de stress. Et quand j'arrive dans la maison et que j'ai fini de charger les bagages dans le coffre, je cherche mon chat. Et je l'appelle pour lui faire une caresse comme je fais à chaque fois que je pars. Puisque sa garde est organisée. J'ai ma meilleure amie qui va venir tous les 2 jours pour lui donner à manger et puis changer un petit peu sa litière. Et là, je l'entends miauler, mais d'une façon vraiment bizarre, cette façon. Alors, c'est pas la première fois qu'il me le fait. Ça fait déjà quelques semaines que je le vois avoir un comportement très étrange, à savoir qu'il se met à monter l'escalier à une vitesse mais impressionnante. Et arrivé en haut de l'escalier, il miaule, mais on croirait presque des plaintes. Et je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui peut se passer dans la tête de mon chat. J'attribue ça quand même un peu à l'emménagement. Je me dis qu'il a perdu ses repères et que pour lui, c'est un peu compliqué aussi cette vie-là parce que il a plus de chatière, donc il peut plus non plus aller dehors quand il le veut, bien que je lui ouvre la porte dès qu'il miaule devant. Et qu'il ne sort pas à chaque fois, bien entendu. Tout propriétaire de chat me comprendra. Mais voilà, ça fait plusieurs semaines qu'il me fait ça, mais malheureusement, j'ai pas le temps de m'attarder dessus. Clairement, je n'ai ni le temps ni l'énergie de m'attarder dessus. Et là, je monte et j'essaye de le caresser, et là, il s'enfuit. Il va se planquer quelque part. Et je n'ai clairement pas le temps de le chercher. Ma maman attend dans la voiture avec ma fille. La voiture est en warning. Là, il faut vraiment que j'y aille. Donc, je lui dis, OK, Papou, la semaine prochaine, bisous, je t'aime. Voilà. Donc, Papou, c'est son surnom. Et je m'en vais.
je ferme la porte, je ferme la maison et je m'en vais. Et ce que je sais pas alors, c'est que, en fait, je le reverrai jamais. Donc là, on va aborder une partie très sensible pour moi, même encore presque 5 ans après. Donc, je voulais d'abord, avant d'aborder cette partie, revenir un petit peu sur l'histoire de mon chat, de qui il était pour moi. Car mon chat, ce n'était pas uniquement un animal de compagnie. Mon chat, c'était mon compagnon de vie. Ce petit chaton, il est né alors que je venais tout juste d'arriver à Bordeaux. Il est né 3 semaines après, je crois. Et c'est vrai que quand j'ai quitté la région parisienne, comme je vivais que dans des studios, je m'étais dit que je voudrais avoir un chat. Quand j'habiterai à Bordeaux, je prendrai un chat parce que c'était un rêve que j'avais depuis enfant, puisque mes parents ne souhaitaient pas avoir d'animaux domestiques. Donc nous n'avions pas d'animaux à la maison. Et du coup, j'avais moi ce rêve en grandissant d'avoir un chat à la maison. Et je m'étais dit, à Bordeaux, même si je sais pas où je vais habiter, même si je sais pas où je vais travailler, en fait, j'aurai un chat. C'était vraiment une décision que j'avais prise. Et quand je suis arrivée chez mon parrain, chez qui j'ai logé donc quelques mois avant d'avoir mon premier appartement, eux avaient des chats. Et il y avait donc une chatte qui attendait des petits. Donc on s'était dit que je prendrais un de ces petits. Sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça parce qu'en fait, la chatte a décidé de mettre bas dans les bois et elle ne ramenait pas ses petits. Elle venait chercher à manger tous les jours et elle retournait dans les bois, elle ne ramenait pas ses petits. Et puis, un jour, en rentrant d'un jour de travail, on venait de trouver un autre chaton, une autre chatte de la maison, mais pour laquelle on n'avait pas vu qu'elle attendait des petits. Et d'ailleurs, elle n'en a eu qu'un, ce qui est très très rare. Et là, cette petite boule de poils noirs m'a complètement conquise, m'a complètement submergée d'émotions. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, mon chat, c'est lui. Lui ou elle, parce que je ne savais pas encore. Mais c'était lui. C'était forcément cette petite boule de poils-là qui m'était destinée. Mon compagnon de vie venait donc de naître. Je l'ai doucement apprivoisé, petit à petit. Et puis, quand il a eu à peu près 3 mois, je l'ai emmené avec moi dans le premier appartement dans lequel j'ai habité à Bordeaux. Il m'a suivi et il m'a jamais quitté pendant presque 18 ans. Car oui, j'ai réussi à le garder près de moi pendant 17 ans. Alors tu vas me dire, c'est magnifique, c'est beau, tu l'as quand même gardé 17 ans et bien sûr, je ne reviendrai jamais là-dessus. Mais pendant 17 ans, on en a vécu des choses ensemble. Il a été mon soutien, il a été mon réconfort, il a été ma boîte à câlins, ma boîte à ronron. Il a tellement vécu de choses avec moi, toutes mes joies, mais aussi toutes mes tristesses, les deuils que j'ai dû faire. Il a beaucoup absorbé toutes les émotions et quand j'ai décidé de faire ma PMA, et que je suis tombée enceinte de ma fille, là, ça a été compliqué parce que du coup, il a senti qu'il y allait avoir quelque chose de définitif qui allait vraiment bouleverser notre vie. Donc, c'est pas qu'il était moins câlin, mais par contre, il montait plus du tout sur moi. Il est jamais monté sur moi pendant toute ma grossesse. Il venait plus me faire de câlins sur moi. Par contre, il se mettait à côté. Et puis, quand ma fille est née, je l'ai quand même beaucoup observé parce que j'avais quand même un petit peu peur de sa réaction, même si j'avais 100% confiance en lui. Et puis non, il a été protecteur. Il a été très protecteur avec elle. Il la regardait un peu de loin au départ, surtout quand elle pleurait. Oula, quand elle criait, oups, il se battait en 4e vitesse. Il ne demandait pas son reste. Il partait se cacher. Mais il est resté très protecteur et plus elle a grandi, plus il s'est tissé une complicité entre deux. Et quand elle s'est mise à marcher à 4 pattes, c'était marrant parce qu'il la regardait, ils étaient à la même hauteur, puis elle criait, elle était tellement en joie de voir le chat qui se déplaçait comme elle. Et moi, j'adorais la voir rire comme ça quand le chat s'approchait et voir un petit peu le jeu qui se dessinait entre les deux. C'était génial. Donc pour nous, notre papou, Piper de son vrai nom, c'était vraiment le 3e membre de la famille. D'ailleurs, quand ma fille est rentrée en maternelle, en petite section, et que la maîtresse a su qu'elle n'avait pas de papa, elle lui a demandé, du coup, tu vis avec ta maman uniquement? Et elle lui a dit, non, je vis avec ma maman et mon papou. Et la maîtresse a cru que c'était son grand-père. Elle m'a demandé et je lui ai dit, ah non, 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 papou, c'est juste le surnom du chat. Ça nous a fait sourire. Mais ça montre bien l'importance qu'il avait pour nous deux. Et donc, je reviens à cette fameuse année 2020.
Donc, nous arrivons dans la famille, on passe Noël ensemble, on est tellement heureux de se retrouver après cette année 2020 complètement lunaire. Et on se dit qu'on va enfin bien finir l'année et tous ensemble, ce qui est quand même le plus important. Sauf que le lendemain de Noël, ma meilleure amie m'appelle et me dit, écoute, je crois qu'il y a un problème avec Piper. Et là, elle m'explique qu'en venant le nourrir, elle l'a trouvé dans sa litière et qu'il a une patte repliée et qu'il est vraiment tout bizarre. Et donc, elle a pensé tout de suite qu'il s'était cassé une patte et que c'est pour ça qu'il n'avait pas pu sortir de la litière. Donc moi, j'adhère tout de suite à son idée et je me dis, oh là là, oui, ça doit être ça, le pauvre. Mais il a dû encore vouloir faire le fou, là, monter les escaliers comme un dingue. Et il a dû se rater en descendant. Enfin voilà, en quelques secondes, j'imagine des scénarios. Elle me dit, écoute, je pense que c'est un peu sérieux. Je vais quand même l'emmener aux urgences vétérinaires. Et je lui dis, bah oui, je veux bien, s'il te plaît, parce que vraiment, on peut pas le laisser comme ça, quoi. Alors tout de suite, je suis super inquiète parce que je me dis, oh là là, mon Dieu, s'il est comme ça, mais faut qu'on revienne, quoi. Je peux pas laisser mon chat avec sa patte cassée dans une maison où il est tout seul. Donc, plein de scénarios, arrivent dans ma tête. Puis j'attends quand même le retour de mon amie, qu'elle m'appelle depuis chez le vétérinaire. Et puis quand elle m'appelle, elle me dit, écoute, je vais te passer le vétérinaire. Et là, le vétérinaire me parle et il me dit, écoutez, je suis désolée madame, mais en fait, votre chat n'a pas la patte cassée, il a fait un AVC. Et là, il est quasiment parti. Donc là, c'est le choc. Le choc. Et je lui dis, mais comment ça, il est parti Je dis, vous pouvez pas le réanimer. Enfin, moi, je veux pas entendre la réalité là. C'est pas possible pour moi. Et il me dit, non, mais je pense que vous avez pas compris. En fait, on peut plus rien faire pour lui. C'est fini. Il faut le piquer. Et là, je perds le contrôle. Ma fille, évidemment, se fige. Elle se met à crier aussi, quoi, Piper, quoi, Piper. Et ma sœur comprend ce qui est en train de se passer. Elle me prend dans ses bras parce qu'elle a déjà vécu ça. Voilà, j'ai plus tout vraiment en tête, mais je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Je peux pas le laisser partir alors que je suis pas là. Parce que, en fait, je lui avais toujours promis à mon chat que, puisqu'il a toujours été là pour moi dans tous les moments douloureux de ma vie, je serais à ses côtés pour la fin. Voilà, je l'accompagnerai. Je lui avais fait cette promesse. Il faut croire qu'il en a décidé autrement. Il a décidé de nous épargner, ma fille et moi, de cette épreuve. Mais pour nous, c'est un vrai déchirement. Vraiment. Ma fille, elle hurle. Je sais pas si elle comprend vraiment, mais quand je lui dis qu'elle ne reverra plus son chat, c'est vraiment difficile. C'est extrêmement dur. Elle part dans des pleurs que j'arrive pas à apaiser. Moi-même, je pleure beaucoup. Enfin, voilà, on est dans une grande, grande tristesse, même si je réalise pas que je ne reverrai vraiment jamais plus mon chat. Je réalise pas pour l'instant. Je suis juste sous le choc de l'annonce, de la décision que j'ai dû prendre parce qu'on attendait de moi que je dise, oui, piquez-le. Et je remercie, mais alors au centuple, ma meilleure amie d'avoir été là parce que réellement, je n'aurais pas pu avoir meilleure autre accompagnatrice pour la fin de mon chat. Je lui demande qu'elle murmure des mots bien spécifiques à son oreille avant qu'il ne parte, ce qu'elle fait. Donc, my dear, tu le sais, vraiment, je te remercie de faire ce que tu as fait. C'est un message que je sais tu vas écouter. Et c'est quelque chose où vraiment je te remercierai jamais assez. Merci d'avoir été là pour lui, pour la fin. Et là, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire chez ma sœur, qui a donc 2 chats à la maison, dont un qui est particulièrement câlin, particulièrement casanier, et que ma fille, évidemment, cherche à jouer avec tout le temps, quoi. Elle cherche à l'attraper, elle cherche à le caresser, elle cherche à faire la même chose qu'elle fait avec son chat d'habitude. Et lui, il veut pas. Lui, il se planque. Il a une peur d'elle. Il n'est pas habitué aux enfants. Il se planque. Dès qu'il la voit arriver, poum, il part dans l'autre sens. Enfin, vraiment, elle n'arrive pas justement à faire ce qu'elle fait avec son propre chat. Et après la mort de Piper, ce chat est venu naturellement vers elle. Et ça, c'est vraiment un truc de fou.
ma sœur et moi, on n'en est pas revenu de la manière dont le chat a changé de comportement. Il est venu vers elle. Il est venu se faire caresser. Il est venu se faire papouiller alors qu'il la fuyait, mais vraiment comme la peste, quoi. Et quand on dit que les chats ont vraiment, enfin les animaux en général, mais les chats ont un sixième sens, bah oui, c'est clair, c'est incroyable quoi ce qu'il est venu faire. Il est venu la réconforter. Il est venu se faire, comment dire, maltraiter parce que bon, bah, avec des petits gestes pas toujours adroits, mais il est venu pour elle parce qu'il a ressenti ce vide, il a ressenti la tristesse en elle. Il est venu vers moi aussi, mais moi, c'était pas un problème particulier. Donc, c'était important que je souligne ça pour montrer vraiment ce que les animaux, ce que les chats sont capables de faire. En tout cas, sur ce cas spécifique, et clin d'œil à ma sœurette et à son chat d'amour. Donc, cette année 2020 va se refermer, certes en famille, mais quand même avec une bonne dose de tristesse dans le cœur pour ma chouquette et moi. Et on entame 2021 en souhaitant très fort que ce soit une plus belle année, que ce Covid soit derrière nous et qu'on puisse enfin reprofiter de notre liberté, même si réellement, c'est pas vraiment ce qu'on nous annonce encore quand on regarde les news. Mais bon, on a de l'espoir. Hein. Il faut de l'espoir pour vivre. Donc, on a tous beaucoup d'espoir. Nous rentrons chez nous. L'année recommence. Ma chouquette reprend l'école. Et là, il y a des choses qui commencent à changer dans son comportement, qui vont commencer à complètement me déstabiliser, puisque j'avais bien remarqué que ma fille était sensible et avait des sensibilités déjà qui s'étaient manifestées, notamment au niveau de la peau, au niveau des vêtements qu'elle porte, les étiquettes qui commençaient à la gratter. Il fallait tout couper. Et puis, les coutures des chaussettes aussi, ça la gênait. Mais là, clairement, on passe à un autre stade. On n'est plus dans la gêne, on est dans le « je supporte plus ». Et elle va commencer à avoir des réactions très, très violentes par rapport à une sensibilité épidermique. Et quand je dis violente, c'est le matin, en fait, elle veut plus s'habiller. Elle veut plus rien mettre sur elle. Jusqu'à maintenant, elle était très souvent habillée en legging avec un pull par-dessus ou un sweat, enfin vraiment des choses quand même qui lui permettaient d'être à l'aise dans ses vêtements. Hein. Moi, j'ai jamais été collant, robe et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment, déjà, je pense que j'ai acheté déjà des vêtements dans lesquels elle était à l'aise. Et là, elle va plus rien supporter. Plus rien du tout. Et elle va tellement peu les supporter qu'elle s'en arracherait presque la peau, en fait. Quand elle se retire les vêtements ou quand elle met quelque chose et que d'un seul coup, elle le retire violemment, en fait, elle arrive à se griffer, elle se fait mal. Et là, moi, je suis complètement déstabilisée. Je me demande ce qui se passe. Alors, évidemment, ma première réaction, c'est de la comédie, c'est du cinéma, hein, comme j'ai entendu ça toute mon enfance. Sauf que non, moi, je vois bien que derrière, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas du tout de la comédie ou du cinéma. Ce sont des expressions aujourd'hui complètement désuètes. Il faut se rendre compte que les enfants ne font pas de comédie, ne font pas de cinéma, surtout à cet âge-là. Ils expriment des émotions, ils expriment des ressentis par les moyens qu'ils connaissent. Et à 3 ans et demi, elle est encore dans les cris et les pleurs pour exprimer tout ça. Donc, je suis à l'écoute. Mais comme j'ai pas beaucoup d'énergie et que je suis fatiguée, j'ai aussi beaucoup moins de patience. Et c'est vrai que quand ça commence à durer ou quand c'est cumulatif, parce que le legging ça va pas, le pull ça va pas, les chaussettes ça va pas, là clairement ça explose quoi. Moi j'ai un timing à respecter pour l'emmener à l'école le matin. Je ne peux pas me permettre de tout rechanger. Donc oui, ça pose des soucis, d'autant plus que à côté de ça, elle a également développé une hypersensibilité aux soins de la peau. Donc tout ce qui est brossage de cheveux, tout ce qui est lavage de nez, ou même carrément quelquefois
Le fait de brutalement lui mettre la main sur le front pour savoir si elle a de la température, là, c'est plus acceptable, quoi. Donc, ça part en vrille. Donc, c'est très, très compliqué. Là, je suis totalement déstabilisée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ou plutôt, si, je suis en train de comprendre que ma fille est une hypersensible et qu'il va falloir qu'on remette en question pas mal de choses parce qu'elle ne peut pas continuer comme ça. Et parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne peux pas avoir un quotidien fait de cris, de pleurs et de rejets. Et puis, surtout, je vois bien que c'est quelque chose qui la gêne profondément sur elle, en elle. Ce sont vraiment les prémices de l'hypersensibilité qui étaient sous-jacentes, parce que j'avais déjà vu des signes, mais je pense réellement que la mort de notre chat a été l'épreuve de trop, qu'après, elle n'était plus capable de supporter ce qu'elle arrivait à tolérer avant, en me disant simplement « Maman, ça me gratte, ça me gêne ». Mais ça partait pas en vrille avant. Alors que là, c'est comme si tout avait été exacerbé et qu'elle n'était plus en mesure de supporter tout ça. Je commence alors à me renseigner sur l'hypersensibilité et tout ce que je trouve, que ce soit au niveau des podcasts, au niveau des références sur des livres ou des comptes Insta, ça me ramène exactement à ce que vit ma fille. Donc là, j'ai plus aucun doute, je sais que c'est une hypersensible. Et puis je vois, mais sans m'y attarder, que souvent l'hypersensibilité est liée aux troubles du neurodéveloppement et notamment on parle de TDAH, de TSA, voilà. Mais bon, je lis ça, mais je m'y attarde pas parce que pour moi, ma fille, elle est pas concernée, quoi. Il y a pas pour moi le TDAH de ce que j'en sais à l'époque, début 2021. On retient surtout le mot hyperactivité. Hyperactivité, ça veut dire bouge tout le temps. Alors oui, ma fille, elle bouge tout le temps, mais bon, c'est une enfant, quoi, donc c'est normal qu'elle bouge. Et puis voilà, elle, comme elle passe de longs moments à jouer avec ses figurines, à se créer ses histoires et tout ça, moi je me dis, là, elle bouge pas de trop pendant ce moment-là, donc clairement, c'est pas de l'hyperactivité. Je suis totalement loin du compte, puisque loin surtout de la définition. Mais pour l'instant, c'est comme ça, en tout cas, que je le gère. Je m'attarde pas sur ces troubles du neurodéveloppement, mais je reste surtout sur l'hypersensibilité. Et j'essaye de trouver des astuces pour essayer de calmer tout ça. Alors, notamment au niveau des chaussettes. Alors ça, si ça peut vous aider, c'est très important parce que beaucoup disent oui, il faut chercher des chaussettes sans couture. Donc, c'est pas le plus facile. Sinon, les retourner, tout simplement pour que les coutures soient à l'extérieur. Voilà. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas très beau. Ouais, on s'en fout en fait. Il y a un moment où, entre les crises de ton enfant et la beauté des chaussettes retournées, tu fais ton choix. Moi, en tout cas, ça a été le mien. On a retourné toutes les chaussettes et ça a déjà enlevé toute la partie sensibilité des coutures au niveau des orteils, ce qui était déjà un bon point de gagner. Et puis, le printemps arrive et ma chouquette va fêter ses 4 ans. Et je suis trop contente de pouvoir lui organiser son premier anniversaire avec ses copains-copines. J'y mets beaucoup d'énergie. Elle a choisi son thème, qui est celui de la patte patrouille. Et donc, je mets beaucoup d'énergie à organiser ça, parce que moi, c'est aussi le premier anniversaire que j'organise avec des copains-copines. Donc, je me dis, il faut que je les occupe. Comment je vais faire? Encore une fois, je suis toute seule là-dedans. Donc, je crée des animations avec elle, des petits parcours, des petites récompenses à gagner. Il faut que je m'occupe aussi. Donc, des petits sacs invités, de la décoration, du gâteau. Voilà, ça vient bien accentuer ma charge mentale, mais je suis hyper motivée parce que je veux un bel anniversaire pour ma chouquette, quoi. Je veux qu'elle se rappelle de ce premier anniversaire avec ses amis, quoi. Et dans l'ensemble, tout se passe bien. Mais je trouve que ma chouquette est un peu en retrait. Elle participe en fait comme si elle était une invitée et pas la reine de la fête. Alors, évidemment, au moment du soufflage de bougies, du gâteau et de la distribution des cadeaux, elle revient sur le devant de la scène, mais sinon, elle est vraiment en retrait. On sent qu'elle est, je sais pas, elle participe pas vraiment en fait. Et moi, je vois ça et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. J'ai pas mis autant d'énergie à bien faire les choses, à lui faire quelque chose sur le thème qui lui fait plaisir et avec les copains qu'elle voulait vraiment pour qu'elle participe pas à son anniversaire. Ça me dérange profondément en fait. Et puis, je vais m'apercevoir que c'est un comportement qu'elle répète assez souvent quand elle est en groupe avec d'autres enfants.
notamment au rugby, puisqu'elle fait toujours de l'initiation au rugby le samedi matin. Elle se met en retrait. Elle a aussi l'occasion de participer à un petit spectacle avec des chevaux, donc. Et pareil, elle se met en retrait. Elle dit qu'elle veut pas faire, qu'elle aime pas. Et c'est étonnant parce qu'elle est pourtant dans son élément avec les chevaux. Elle adore ça. Donc moi, je commence à me poser des questions et à me dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle agit comme ça? Et puis, quelque part aussi, au fond de moi, ça me met un peu en colère. Parce que moi, je me dis, je me débrouille pour qu'elle puisse passer des bons moments. Je fais vraiment de mon mieux. Je l'accompagne là-bas à la campagne, alors que j'ai pas de voiture. J'en loue une pour qu'elle passe 2 heures, qu'elle répète un spectacle pour lequel, au final, elle va se mettre en retrait. Son anniversaire, je dépense de l'énergie. Voilà, elle est en retrait. Je suis un peu agacée par tout ça, vraiment, et ça commence à me porter un petit peu sur le système, quoi. Et du coup, ça crée des frictions entre nous parce que je vais lui reprocher en fait son comportement. Et ça m'épuise. Ça m'épuise parce que je dépense de l'énergie et parce que je suis en colère et que elle, du coup, elle crie, elle est en colère aussi, et ça nous épuise toutes les deux en fait. Et moi, ma batterie, elle continue de se décharger, toujours et encore. Mais je vois pas encore le petit signal d'alerte. Je dois être à peu près à 20% pour la bonne image de la batterie qui se décharge. Et puis ces reproches que je lui fais commencent à avoir aussi un impact sur elle. Et je l'entends de plus en plus souvent me dire c'est de ma faute, c'est moi qui gâche tout, je suis pas une gentille petite fille. Et là, oh stop quoi. Là, je mets un stop et je me dis mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je balance des phrases à tort et à travers parce que mes batteries sont vides, soyons très honnêtes, mais je balance des phrases qui sont en train d'impacter sa confiance en elle et son estime d'elle, alors que c'est vraiment tout le contraire que je veux. Moi, au contraire, je travaille la confiance en elle depuis qu'elle est toute petite. Depuis qu'elle est bébé, je la laisse ramasser les choses. Je fais jamais à sa place. Je lui dis, tu es capable, tu peux faire. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je lui balance des phrases tout simplement qu'on m'a balancées à moi quand j'étais petite, parce que, encore une fois, on répète les schémas. Et quand nos batteries sont vides, c'est le premier qui arrive. Parce que quand les batteries sont pleines, on peut réfléchir à ça en amont et à se dire non, c'est pas comme ça qu'il faut que je tourne les choses. Moi, je vais faire différemment parce que j'ai décidé de faire différemment de la façon dont on m'a élevé, moi. Mais quand les batteries sont vides, en fait, ce sont les mécanismes qu'on a employés avec vous étant enfant qui reviennent en premier. Parce qu'on n'a pas l'énergie de trouver d'autres alternatives. Donc là, je me dis, il faut que je trouve une solution parce que clairement, je n'arrive plus à avoir les bons mots pour mon enfant. Donc, je vais essayer de chercher de l'aide à l'extérieur. Mais bon, on est en 2021 et l'aide extérieure, elle est déjà bouclée de partout, puisque avec le Covid, les gens vont mal. Donc, je cherche une psychologue pour enfants et je ne trouve rien. Je ne trouve pas de place. Par contre, entre-temps, j'ai entendu parler via une amie d'une kinésiologue qui a de bons retours sur les enfants, qui travaille avec les enfants et elle a de bons résultats avec. Et je me dis, pourquoi pas, essayons. Et je l'appelle et en effet, elle me donne un rendez-vous assez rapidement. Et on va faire 3 séances avec cette kinésiologue et en effet, il va y avoir des effets assez rapides. Ma fille améliore un peu ses compétences sociales. La sociabilisation se fait un peu plus facilement. Et puis, on agit aussi sur ses problèmes de sommeil. Parce que oui, ça, je n'en ai pas parlé, mais le gros problème que j'avais en petite section, c'est que ma fille ne se couchait pas avant 21h30, 22h, voire 22h30, ne s'endormait pas avant cette heure-là en petite section. Pourquoi? Je vous le donne en mille. Petite section égale sieste obligatoire. Et comme ma fille ne faisait plus la sieste, ça posait un problème parce qu'elle était obligée de faire la sieste alors qu'elle n'était pas fatiguée. Donc elle finissait par s'endormir environ un quart d'heure avant qu'on la réveille. Donc c'était compliqué, l'après-midi était compliqué, mais alors les soirées, on n'en parle même pas. Elle avait vraiment pas du tout envie de dormir. Donc j'ai beaucoup ramé sur cette année de petite section. Vraiment très très compliqué. Et avec la séance de kinésiologie, on a commencé à gagner une demi-heure, 45 minutes jusqu'à 1 heure sur le coucher. Mais clairement, je ne pouvais pas la coucher avant 21h, 21h30, ce qui était quand même assez tard pour une enfant de 4 ans.
Donc voilà, je dépensais beaucoup d'énergie pour régler nos problèmes du quotidien et je m'épuisais, bien entendu. Mais moi, ce que je voyais surtout, c'est qu'on arrivait à des résultats. Donc, encore une fois, je passais outre ma fatigue et ma baisse d'énergie. Puis, fin mai 2021, alors qu'on venait de reprendre depuis quelques semaines, moi, un petit peu plus de vie sociale, j'arrivais à revoir mes amis, on sortait un peu, on allait à des petits spectacles, voilà, des choses comme ça. Donc, là arrive la campagne de vaccination, suivie de l'instauration du pass sanitaire. Et là, c'est un moment un peu délicat. Je ne vais pas vous cacher que moi, je n'ai pas du tout adhéré à cette campagne de vaccination et j'ai donc décidé de ne pas me faire vacciner. C'est mon choix. Je ne le regrette pas, surtout aujourd'hui avec le recul qu'on a dessus, mais cette décision que j'ai prise est venue compliquer encore un peu plus ma vie, bien évidemment, puisque le pass sanitaire était demandé pour tout déplacement, notamment tout ce qui était culture et loisirs. Donc si je voulais emmener ma fille au cinéma ou voir une petite représentation ou un spectacle, eh bien, il fallait que je prévoie de faire un test antigénique au moins 24 heures auparavant. Donc forcément, ça n'a pas simplifié ma vie. Mais avec le recul, encore une fois, je ne regrette pas ma décision. Et puis, durant tout ce temps, il se passe aussi plein de choses dans mon corps. Mes cycles, notamment, deviennent irréguliers. Ils sont plus courts ou ils sont plus longs. Mais réellement, j'y prête pas attention, quoi. J'ai pas du tout focus sur mes cycles. J'ai vraiment autre chose à faire et je n'y fais pas attention. Et puis, je vais prendre du poids aussi. Mais encore une fois, pas trop. J'ai surtout beaucoup d'envie de sucre. Je grignote beaucoup. Forcément, je suis beaucoup plus à la maison, donc je suis beaucoup plus tentée. Et puis, j'ai des nuits aussi qui sont plus agitées. Je me réveille 2 ou 3 fois par nuit. Je peine à me rendormir. J'ai un peu chaud. Et c'est pas cool ça, parce que moi, j'ai vraiment besoin de dormir. J'ai besoin de récupérer de l'énergie. Donc, si mes nuits commencent à devenir assurées, l'énergie, au lieu de la récupérer, je la perds de plus en plus. J'explose sans raison, vraiment parfois je me mets en colère. Et par la suite, je me dis mais pourquoi je me suis mis en colère comme ça avec une telle intensité alors que franchement, il n'y avait rien de grave, quoi. Donc c'est bizarre un peu tout ce qui se passe, mais je ne fais pas de relation. Là aujourd'hui, je vous cite tout, mais pour moi, il n'y avait aucune relation entre tous ces événements. Pourtant, il y en avait bien une de relation. C'est la périménopause. Car oui, j'avais 47 ans et elle était en train de bien s'installer. Mais moi, je ne connaissais pas les symptômes de la périménopause. Donc, j'ai pas du tout fait la relation. Pour autant, ce sont des choses accumulées qui impactaient quand même beaucoup ma vie et mon énergie. Je finis l'année 2021 tant bien que mal, complètement sur les rotules, mais avec ma famille, et ça, c'était quand même le principal. On passe un bon Noël en famille. On y va en avion cette fois, puisque ma maman, entre-temps, avait déménagé. Elle était partie de Toulouse pour aller dans la Loire, près de chez ma sœur aînée. Donc, elle était déjà sur place pour les fêtes. Et moi, il était hors de question que je parte avec ma fille toute seule en voiture pour faire plus de 600 km avec la fatigue que je cumulais. Donc, je me suis dit, on va prendre l'avion. De toute façon, c'est le plus facile pour aller vers chez ma sœur. Puis, l'année 2022 débute. Encore une fois, on espère une année plus paisible, plus sereine. Et moi, je prends une décision pour ce qui est de la garde de ma fille, puisque je vais prendre une personne pour aller la chercher une fois par semaine à 16h30 à l'école. Il faut savoir que, entre-temps, ma fille est rentrée en moyenne section. Et en petite section, elle avait ma meilleure amie qui venait la chercher une fois par semaine, à 16h30 justement. Ça leur faisait un petit moment toutes les deux ensemble. Et puis, elle pouvait aller au parc, elle pouvait se dépenser un peu. Donc ça, c'était chouette. Mais malheureusement, sur son année de moyenne section, ma meilleure amie n'avait plus l'emploi du temps adéquat. Donc, elle a dû abandonner ce petit moment ensemble. Donc, moi, je décide de prendre quelqu'un parce que je me disais quand même que ce moment-là, il lui faisait beaucoup de bien et que peut-être ça limiterait les crises le soir entre nous si elle avait ce petit moment qui revenait dans la semaine où elle pouvait aller se défouler au parc, faire du vélo, bref, des choses que moi, je ne pouvais pas faire en me quittant à 18h, bien évidemment. Donc, je profite du complément de mode de garde qui est valable jusqu'à 6 ans
et je missionne l'agence d'aide à la personne qui vient d'ouvrir juste à côté de chez moi. Et il me trouve une belle personne qui correspond exactement à ce que je recherche et qui s'entend très bien avec ma fille. Lors de la séance d'essai, ça se passe super bien, où je suis présente bien évidemment. Et donc, on décide ensemble de débuter le contrat après les vacances d'hiver, sachant qu'on est la semaine qui précède la première semaine de vacances. Mais ça s'est pas passé exactement comme ça. Eh ben non, parce que ben c'est la vie, hein. Donc forcément, il se passe pas les choses qu'on prévoit. Et moi, eh bien, la première semaine de vacances, je chope le Covid. Et oui, donc je suis laminée de fatigue, mais surtout, j'ai un très très gros problème, c'est que je dois rester 10 jours en isolement. Mais je fais comment, moi, pour emmener ma chouquette au centre de loisirs où elle est inscrite? Parce que pendant cette première semaine de vacances, moi, j'étais censée travailler. J'avais pris ma deuxième semaine. Donc, j'avais inscrite ma chouquette au centre de loisirs la première semaine. Sauf que là, j'avais pas le droit de sortir. Je devais rester en isolement. Et je pouvais pas garder ma fille non plus. C'était pas possible. J'étais vraiment dans un état, parce que s'il y a bien une chose qui est extrêmement difficile quand on est maman solo et qu'on n'a pas de relais, c'est d'être soi-même malade. Ça, c'est vraiment très difficile. Mais bon, j'en reparlerai lors d'un prochain épisode. Toujours est-il que là, je suis vraiment devant une situation un peu insoluble. Comment je vais faire? Là, c'est un stress, quoi. J'appelle des gens qui pourraient éventuellement me dépanner pour venir la chercher le matin et la ramener le soir. Mais soit les gens sont partis, parce que voilà, c'est les vacances, donc les gens partent, soit ils sont malades eux aussi. Donc là, je n'ai pas de solution. Et je me dis, mais comment je vais faire? Sachant que je suis vraiment au bout du rouleau. Donc après avoir cherché des solutions partout et ne pas en avoir trouvé, eh bien je me décide à appeler cette jeune femme que je viens d'engager pour après les vacances, et je lui explique la situation. Et je lui dis, est-ce que vous accepteriez d'avoir un contrat complètement bancal qui est juste de venir chercher ma fille le matin, de l'emmener au centre de loisirs et d'aller la rechercher le soir et de me la ramener? Et elle accepte. Ça a été ma sauveuse et vraiment je la remercie au centuple encore aujourd'hui, parce qu'elle m'a sortie d'une situation vraiment compliquée à gérer. Alors clairement, je suis soulagée d'avoir trouvé une solution, mais là, j'en peux plus. Là, vraiment, je suis en mode survie. Je n'y arrive plus. Je suis fatiguée comme je n'ai jamais été fatiguée de ma vie. Je me mets un peu par défaut sur pilote automatique et je ne fais que subvenir aux besoins vitaux. Voilà, je fais à manger, je fais des lessives, mais c'est tout. J'ai plus envie de rien. Chaque moment de jeu me coûte. Je refuse de plus en plus quand ma fille me demande de jouer avec elle. Le moindre effort devient surhumain. Au boulot, je rencontre une de mes collègues un matin après les vacances scolaires et elle me demande si ça va et là tout explose. Vraiment, j'en peux plus. Je lui réponds que non, ça va pas. Je me mets à pleurer, à suffoquer. Je lui dis non, ça ne va pas, mais le problème, c'est que je ne peux rien y changer. Aujourd'hui, il y a le Covid, il y a l'isolement. J'ai plus envie de passer de temps avec ma fille alors que c'est mon précieux trésor, c'est la prunelle de mes yeux et j'y arrive plus. Je ne peux plus passer du temps avec mon enfant parce que mes batteries sont complètement vides et que je ne sais pas comment je vais pouvoir les recharger. Là, vraiment, je me rends compte que je suis AGES. Et quand d'un seul coup, tu te rends compte que tu n'as plus d'émotion, que tu n'as plus de joie, que tu n'as plus de colère, que tu n'as plus de tristesse, parce que tu n'as plus l'énergie d'avoir ces émotions, tu sais que tu as touché le fond. Alors, dans ma vie de tous les jours avec ma fille, ça se traduit en « je laisse tout passer, je laisse tout faire. Tu veux ça, fais ça, tu prends ça, ok. Tu maman, je peux faire ça, oui. Je veux plus d'opposition, je veux plus rien parce que j'ai pas l'énergie de lutter. Donc, je la laisse faire ce qu'elle veut. Après, je la laisse pas livrer à elle-même, mais voilà, mes règles, mes principes, en fait, tout vole en éclats. Et pour autant, elle va pas transgresser les limites que je lui ai déjà mises. C'est ça qui est assez marrant. C'est qu'elle va pas en profiter, comme on peut dire souvent des enfants, ils en profitent. Non, en fait, elle est plutôt préoccupée par le fait que je lui dise oui tout le temps, je pense. Il y a des fois, elle me dit « T'es sûre ?» Je dis « Oui, vas-y. » Pour moi, il n'y a rien de grave, en fait. Plus rien n'est grave.
Donc, je la laisse faire. Donc ça, c'est dans ma vie de tous les jours avec ma fille. Et au travail, je suis en pilote automatique aussi. C'est-à-dire que vraiment, je fournis le minimum d'efforts. Je fais mon travail, mais comme je suis seule dans un bureau, ça m'arrange bien. J'écoute de la musique ou des podcasts en faisant mon travail. Je fais bien mon travail, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut pas me demander de prévoir des choses. Il faut pas me demander de l'anticipation. Voilà, ça c'est pas possible. Là, je suis pas du tout en état d'avoir de l'anticipation pour quoi que ce soit. Donc ça se ressent quand même un peu parce que mon poste fait que oui, il y a des choses que je dois anticiper normalement et là, je suis pas du tout en mesure de le faire. Alors à ce stade de mon récit, maintenant que je t'ai bien plombé le moral, tu dois te demander comment j'ai fait pour remonter la pente. Et c'est ce dont je vais te parler maintenant. Tout ce que j'ai pu mettre en place et qui m'a aidé à remonter la pente pour aujourd'hui vivre une maternité beaucoup plus épanouie et une vie beaucoup plus épanouie. Mais avant cela, je voulais revenir sur un point quand même très important parce que quand j'ai situé mon burn-out parental sur une échelle chronologique, on va dire, eh bien, je le situe vers février-mars 2022. Mais finalement, ce burn-out parental, je l'ai fait bien avant. Ce que j'ai vécu en février-mars 2022, c'était le fond du fond. Le processus de burn-out, il était déjà enclenché depuis un bon moment. J'avais déjà commencé à mettre en place des choses dans ma vie au fur et à mesure que je sentais que j'étais en train de plonger. Mais ça n'a pas suffi. Voilà. Par contre, j'ai bien fait quand même de le faire, puisque ce sont des petites choses accumulées qui m'ont permis de remonter plus vite, on va dire. Donc voilà ce que j'ai mis en place dans l'ordre chronologique, comme j'ai pu le reconstituer. En mai 2021, je décide de prendre une aide ménagère. Franchement, le ménage, j'en peux plus. Je n'ai plus ni d'énergie ni de temps pour faire ça. Et il y a les aides de l'État qui me boostent pour me dire, bon allez, je prends quelqu'un pour le ménage. Alors pas toutes les semaines. Moi, je voulais quelqu'un tous les 15 jours. Pour moi, c'était suffisant. Et je savais par une maman de l'école qui employait déjà quelqu'un que cette personne cherchait d'autres contrats. Donc, on s'est rencontrés et j'ai tout de suite eu confiance en cette personne et on a donc établi un contrat en CESU. Donc ça, réellement, ça a été une démarche qui m'a apporté du soulagement. Ne plus avoir à tenir ma maison propre en permanence. Alors évidemment, elle faisait le ménage de fond et moi je faisais le ménage de surface. Bien sûr que je passais quand même l'aspirateur. J'attendais pas 15 jours que l'aspirateur soit passé. Je passais l'aspirateur entre-temps. Mais il y avait beaucoup de choses qu'elle faisait, elle, et que moi, je ne faisais plus. Ensuite, en juin 2021, j'ai fait un gros achat qui nous a bien changé la vie à ma chouquette et moi. J'ai acheté un vélo cargo. Donc, un vélo avec assistance électrique et avec une caisse devant dans laquelle ma fille pouvait prendre place, s'attacher et on pouvait rouler et aller où on en avait envie. Donc, on a gagné une certaine liberté avec ce vélo cargo qui a été essentiel quand même, parce qu'on a pu élargir notre horizon et aller à des endroits où on n'allait pas avant, qui n'étaient pas forcément accessibles en tram de façon directe, alors que là, en vélo, on mettait peu de temps pour y aller. Donc, ça a vraiment été un achat important et qui nous a bien changé la vie. Et cet achat a été motivé par le fait que ma chouquette m'ait changé d'école à la rentrée pour la moyenne section, parce que l'école dans laquelle elle était un préfabriqué qui avait donc lieu de rester temporaire. Et elle intégrait une nouvelle école qui venait juste de finir de se construire à la rentrée de moyenne section. Et cette école, elle était plus loin, bien plus loin de la station de tram que son école de petite section. Donc, certes, elle était chouette, nouvelle structure, avec plein d'innovations. Donc, moi, j'étais bien contente qu'elle l'intègre. Mais par contre, ça nous rallongeait de plus de 500 mètres. Et 500 mètres à pied le matin avec votre enfant de 4 ans quand vous êtes pressé, c'est-à-dire à peu près tous les jours, ça se fait mal. Donc, ça a été un défi de plus pour moi à résoudre. Et je me suis dit, bon là, il faut trouver une autre solution et une solution plus pérenne et qui nous convienne vraiment à toutes les deux. Et ça faisait un moment déjà que je regardais les vélos cargo. Beaucoup de parents en avaient déjà à la crèche. J'en voyais également
devant l'école et ça me donnait bien envie. Donc j'ai passé le pas et j'en ai acheté un sur Le Bon Coin, mais qui était quasiment neuf. J'ai fait une belle affaire. Et puis vers octobre 2021, j'ai investi dans un programme de parentalité. Je suivais quelqu'un sur Instagram depuis quelque temps, une maman dont j'aimais bien l'énergie, qui présentait son programme de parentalité. Et je me suis dit, ça va peut-être m'aider ça à trouver des solutions pour gérer surtout les crises de ma fille et nos confrontations qui étaient devenues quand même quasi quotidiennes. Et ça m'a aidé, hein. Oui, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à arrêter de crier, en tout cas à crier moins. Ça m'a appris à lâcher prise aussi. Mais ça avait ses limites. C'était pas adapté à mon statut de maman solo qui n'avait pas de relais. Puisqu'il y avait beaucoup de solutions qui consistaient à passer le relais au papa ou à compter sur la famille et aller prendre du temps pour soi avec ses copines. Bon, clairement, c'était pas adapté à ma vie de maman solo. Mais je ne crache pas dessus parce que ça m'a quand même aidé, ce programme de parentalité. Et puis surtout, c'est la première fois que j'entends parler de la maturation du cerveau de l'enfant. Je commence à comprendre que le cerveau de l'enfant ne se développe pas du tout de la façon dont on nous a toujours parlé. Qu'un enfant, c'est pas un mini-adulte et qu'il a une grosse part du cerveau qui n'est pas développée à l'âge qu'a ma fille notamment. Donc là, on parle du cortex préfrontal, qui est le siège des émotions. Et forcément, s'il n'est pas développé, les émotions ne peuvent pas du tout se gérer. Je commence à comprendre plus de choses, plus de réactions de sa part. Et ça m'aide à mesurer mes propres réactions et à les modérer. Et puis, en février 2022, comme je vous l'ai dit, je fais appel à cette femme pour aller chercher ma fille une fois par semaine à 16h30 à l'école. Et ça permet de retrouver des soirées un petit peu plus sereines. En tout cas, la soirée où elle va la chercher se passe un petit peu mieux. Il y a moins de confrontations et plus de calme, ce qui m'apaise et nous fait du bien à toutes les deux. Et puis, dans cette période sombre que j'ai vécue, il y a eu quand même des amis qui ont été là pour moi, qui m'ont soutenue, qui m'ont empêché de vraiment tomber dans la dépression, je pense, même si le burn-out est quand même une forme de dépression. Quoique je ne vais pas m'engager là-dedans parce que je crois que c'est différent, donc je ne vais pas m'engager là-dedans. Mais je sais que ces amies ont été des piliers. Elles se reconnaîtront, je ne vais pas citer leur prénom, elles se reconnaîtront. J'avais donc mon amie de toujours, ma meilleure amie, qui a essayé d'être là au mieux pour moi, à distance la plupart du temps, parce que malheureusement le Covid faisait qu'on avait quand même très peu d'occasions de se voir, car elle a une santé quand même un peu fragile, donc on évitait de se voir. J'ai une autre amie aussi avec qui j'ai fait des échanges de vocaux, quelquefois 2-3 fois par semaine, et ça c'était vraiment bien parce que c'était difficile de tenir une conversation avec ma petite fille de 4 ans, donc une amie qui vous appelle un soir alors que vous êtes dans le tunnel du soir, vous répondez pas. Quand on vous appelle alors que vous êtes en télétravail, mais que votre fille est là parce qu'il y a Covid, bref, etc., vous répondez pas non plus. Donc, l'échange de vocaux, en fait, ça a été vraiment une solution intéressante pour nous deux. Chacune racontait ce qu'elle avait à raconter et chacune écoutait ses vocaux quand elle en avait le temps. Donc ça, vraiment, ça a été aussi un grand soutien. Et puis, ma belle amie guide spirituelle, qui était aussi engluée dans une vie vraiment difficile et qui pour autant ne m'a pas lâchée et m'a guidée du mieux qu'elle pouvait pour m'en sortir. Sachant que ma meilleure amie et cette amie-là ont été elles-mêmes maman solo. Donc elles avaient quand même une belle idée de ce que je traversais. Voilà donc pour ce que j'ai mis en place à l'extérieur, on va dire, en faisant intervenir des événements extérieurs. Et puis à un moment, j'ai aussi pensé que j'avais déjà vécu des choses très très difficiles dans ma vie, que je m'en étais sortie. Donc il n'y avait pas de raison que je m'en sorte pas non plus. Et j'ai réfléchi à tout ce que j'avais pu faire avant pour aller mieux, notamment quand j'ai vécu les deuils que j'ai vécus. Et je me suis souvenu qu'il y avait alors un rituel de méditation et de yoga également qui m'ont permis de trouver une paix intérieure quand tout était chaos à l'extérieur.
Mais tout ce que je faisais à ce moment-là, c'était, ça me prenait beaucoup de temps. Les méditations, c'était des méditations de 10 minutes, un quart d'heure. Le yoga, c'était le yoga que je pratiquais en salle pendant 1 heure et demie, une fois par semaine, et que j'ai dû arrêter avant la fin de ma grossesse, et que je n'avais évidemment pas pu reprendre après. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Et là encore, j'ai trouvé sur les réseaux, donc vraiment les réseaux m'ont beaucoup aidé. Une personne que je vais citer parce que vraiment c'est très important, elle s'appelle Laïla Bell. Allez la suivre parce qu'elle a un compte Insta hyper précieux, c'est une pépite. Et à ce moment-là, cette femme lançait un journal de maman. Elle avait déjà des guides pour les mamans pressées. Je crois que j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais je m'en souviens plus. Et que j'avais acheté, et je suivais sa méthode pour essayer de préparer des repas sains dans un temps imparti qui est celui des mamans le soir, c'est-à-dire très peu de temps. Et là, elle lançait donc le journal de maman et son petit programme, son petit accompagnement intégrait des séances de méditation et de yoga très très courtes, de façon à ce que justement ce soit accessible à toutes les mamans, qu'elles puissent trouver le temps de les faire, d'avoir du temps pour elles sur des périodes très courtes. Donc c'était exactement ce qu'il me fallait puisqu'on était sur des méditations de 5-7 minutes maximum et un enchaînement de yoga de 5 minutes maximum qui était vraiment quelque chose qui me convenait énormément. En 5 minutes, l'enchaînement des postures me faisait beaucoup de bien dans le corps et je le fais encore. Je fais mes 5 minutes de yoga tous les matins depuis plus de 3 ans, 4 ans maintenant. Et vraiment, ça m'a permis de retrouver plus de paix, plus de sérénité, plus de paix intérieure. Donc, c'était vraiment important. Et cette femme, puisque je suis dans l'instant promo, allons-y, Laïla Bell, a depuis mis en place un programme pour la périménopause. Elle s'est formée, elle est coach en hormones. Et elle a mis en place un programme sur la périménopause qui est absolument génial, que je suis évidemment parce que j'ai totale confiance en cette femme et que nous avons un rapport fantastique, elle et moi. Parce que nous sommes depuis rencontrés, alors pas de façon physique, mais on a eu des échanges téléphoniques. Et c'est pareil, c'est quelqu'un d'un très grand soutien, notamment quand j'ai fait mon dossier pour ma reconversion professionnelle. Bref, je vous en dirai plus une autre fois. J'aborderai ça dans un autre épisode. On n'est pas encore prêt tout ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'extraordinaire et elle a vraiment un programme sur la périménopause qui est fantastique, un accompagnement, on va dire, sur la périménopause qui est fantastique et qui m'aide moi tous les jours puisque, évidemment, les symptômes se sont accentués puisqu'aujourd'hui, j'ai près de 52 ans. Je ne suis pas encore en ménopause, mais je n'en suis pas loin. Donc forcément, avec les années, les symptômes s'accentuent et tout ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là, c'est pas rigolo, hein. Pas du tout. Et c'est important de pouvoir, on va dire, être accompagné pour que les symptômes soient moins présents ou en tout cas qu'ils soient de moindre intensité et qu'on puisse vivre cette période de transformation profonde de manière sereine et en gardant toute notre vitalité. Voilà, c'était l'instant pub pour Laïla Bell. Allez la suivre. Et enfin, le dernier pilier, on va dire, sur lequel j'ai agi, c'est celui du sommeil. Parce que, comme je vous l'ai dit, je commençais déjà à avoir des nuits un peu plus agitées. Et donc, mon sommeil était vraiment devenu compliqué. Et j'avais l'illusion de profiter de mes soirées une fois que ma fille était endormie, en allant rejoindre mon canapé, en regardant la télé, en me disant « ça y est, c'est mon moment, je peux enfin regarder ma série du soir et ensuite j'irai me coucher ». Bon, c'était une illusion, hein, puisque j'étais tellement de toute façon crevée que je m'endormais littéralement, je pense, juste après le générique de la série ou très peu de temps après. Et le problème, c'est que je me réveillais parfois 1 ou 2 heures, 3 heures plus tard, avec tout allumé sur le canapé. Je pense que vous savez ce que c'est. Ça a dû déjà vous arriver dans votre vie. Et là, je remontais, puisque moi, j'ai un escalier pour accéder à ma chambre. Je remontais dans ma chambre et là, j'avais plus envie de dormir, quoi. Le rendormissement était très, très compliqué. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Le sommeil, c'est essentiel, surtout en vieillissant. Il est vraiment essentiel de prendre soin de son sommeil. Donc, j'ai commencé à changer ma routine du soir. Et après avoir endormi ma fille, puisque je l'accompagnais dans son sommeil, après l'avoir endormie,
eh bien, au lieu de redescendre et me mettre devant la télé, j'allais directement me coucher. Même s'il était 21h, 21h30, eh ben, j'allais me coucher. J'avais mon ordinateur quand même à côté, donc je regardais quand même ma petite série parce que ça aussi c'était essentiel. Sinon, c'était me priver de ce qui me vidait la tête. C'était vraiment pas possible. Donc je regardais ma petite série sur mon ordinateur. Ensuite, j'éteignais, je prenais ma liseuse. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Je crois bien que c'est dans l'épisode Trouver du temps pour soi quand on n'en a pas. Je prenais ma liseuse et je m'endormais en lisant, tout simplement. Petit à petit, j'ai commencé à récupérer de l'énergie parce que mes nuits étaient moins assurées, mes nuits étaient plus complètes. Donc j'ai recommencé à récupérer petit à petit de l'énergie. Et quand j'ai récupéré de l'énergie, l'envie aussi de faire des choses avec ma fille est revenue. Donc j'ai commencé petit à petit à lui dire oui de plus en plus quand elle me demandait de jouer avec elle. On faisait des jeux de société, mais je trouvais toujours un compromis. Je voulais absolument pas aller vers quelque chose à laquelle j'avais pas envie de jouer. Si elle me demandait de jouer à la vendeuse avec elle, j'avais pas envie. Si elle me demandait de faire une partie de domino ou de qui est-ce, là oui, j'avais envie. Donc je disais oui, voilà, je faisais mes propres choix. Et petit à petit, c'est comme ça que je m'en suis sortie, que j'ai remonté la pente, en prenant vraiment soin de mon sommeil et en retrouvant de l'énergie, via le yoga et les méditations notamment. J'ai retrouvé le goût et l'envie de vivre de nouvelles choses avec ma fille. Donc voilà, c'est ici que je vais arrêter cet épisode et cette trilogie. J'espère que je vous aurai bien démontré le mécanisme qui s'est mis en route petit à petit et qui m'a mené jusqu'à mon burn-out pour que vous soyez vigilante vous-même. Soyez vigilante parce que on a choisi un style de maternité qui est très très exigeant et on a vraiment tendance à se faire passer après nos enfants. Toutes les mamans le font, mais nous, c'est doublement notre façon de faire parce que on a décidé un jour de faire un enfant seul et on se dit qu'on doit l'assumer, coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Alors c'est vrai, on doit l'assumer. Par contre, on n'est pas obligé d'être seul à l'assumer, même si on l'a fait seul. Constituer son village, je pense que c'est vraiment essentiel quand on est maman solo par choix. Ce village, il peut y avoir des monuments, des piliers, des gens qui seront là coûte que coûte, contre vents et marées. Et puis, il y aura aussi des habitants qui déménageront. Là, c'est la vie, on bouge, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Les gens viennent et puis repartent de nos vies. Il ne faut pas en prendre ombrage. Ils ont été un moment essentiel dans votre vie et aujourd'hui, ils ne le sont plus. En tout cas, ils n'ont plus de rôle important à jouer. Mais ce village, il doit exister. C'est vraiment important. Et il n'est pas uniquement physique. C'est-à-dire que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même eu beaucoup de contacts à distance avec mes amis les plus proches qui m'ont aidé à passer ce moment difficile et à m'en sortir. Donc, un village, c'est pas forcément quelqu'un qui est à côté de chez vous. Alors évidemment, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui est à côté de chez vous parce que physiquement, on en a besoin pour les coups durs, pour les moments où ça se passe pas comme on a prévu que ça se passe. Donc c'est quand même important. Mais surtout, ce que je voulais transmettre avec cette trilogie, c'est faites attention à vous, faites attention aux signes, faites attention à la petite lumière rouge qui s'allume dans votre cerveau à un moment et qu'en fait vous ignorez parce que vous avez autre chose à faire en fait. Vous avez juste un ou des enfants à gérer. Donc clairement, on verra ça plus tard. Oui, c'est vrai, il faut parer à l'essentiel quand ça se présente. Par contre, il faut quand même ne pas ignorer cette lumière et se dire « Ah, tiens, là, j'ai peut-être déjà des limites qui sont en train d'être atteintes. » Et j'ai vu une image sur Facebook l'autre jour que j'ai trouvée très parlante qui montrait un téléphone avec la batterie vide et une femme à côté. Et la légende disait à peu près « Vous ne laissez pas votre téléphone se décharger complètement, alors pourquoi vous le faites pour vous ?» Une image très parlante donc. Voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que cette trilogie t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite
pas à m'envoyer un petit message sur Insta ou sur l'adresse dans le rétro de ma pmasolo@gmail.com. Je serais vraiment ravie d'avoir ton retour sur cette trilogie, sur ce que tu en as pensé, sur ce que tu en as retiré. Si tu as aussi un moment à partager avec moi, si tu sens que tu ne vas pas très bien ou si un de ces moments-là t'a parlé plus qu'un autre, n'hésite pas à m'écrire également. N'hésite pas également à t'abonner pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, à mettre une note de 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait sur Apple Podcast ou Spotify. Cela m'aidera à faire connaître le podcast pour qu'il arrive jusqu'aux oreilles de toutes les femmes qui en ont besoin. Et bien sûr, à le partager autour de toi pour qu'il serve au plus grand nombre. Voilà, je t'envoie de belles ondes pour ta journée, ta soirée ou ta nuit en fonction du moment où tu m'auras dans tes oreilles. À bientôt, bye bye.